j'ai un souci technique. Donc, comme d'habitude, je commence mon webinaire par le cadrer et le situer. Donc, c'est en qualité de responsable de directrice de la responsabilité sociale à la faculté de médecine que j'ai organisé avec le consortium OPT. Ces webinaires qui sont enchaînés, hein, c'est une série de webinaires sur tous les aspects des conflits éthiques qui pourraient être générés par ce petit microbe de 0,1 mm en santé publique. Alors, justement, à la suite de la discussion qu'on a eue les 2 dernières semaines sur les conflits éthiques liés à la recherche, ensuite les conflits éthiques liés à la surveillance épidémiologique, notamment cette méthode inédite qui est le traçage, aujourd'hui, nous allons nous consacrer notre webinaire aux déterminants sociaux de la santé. Et justement l'impact des mesures non pharmaceutiques sur l'exacerbation, je dirais, des inégalités sociales face à l'exposition au virus, face au développement de la maladie et son pronostic, et également face à l'accès aux soins, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Alors, pour nous accompagner dans cette réflexion et pour nous éclairer sur les perspectives, parce qu'il faut voir aussi dans le futur comment on pourra mieux nous préparer pour éviter et minimiser les conflits éthiques, nous avons l'honneur et le privilège d'écouter le professeur Najib Gdira. Je pense que pour les Marocains, ce n'est pas la peine de le présenter, mais pour l'audience peut-être très très jeune de mes étudiants en médecine en première année, professeur Gdira, c'est un professeur en économie. Et surtout, il était le directeur de la première agence de développement social qu'il a dirigée pendant 14 ans. Et également, c'est un acteur associatif très engagé au Maroc. Donc, c'est la bonne personne pour nous éclairer, hein, nous donner un regard éclairé et informé sur je dirais, l'impact socio-économique de la Covid-19. Professeur Gdira, bonjour, je vous remercie d'être avec nous. Et avant de commencer, avant de vous donner la parole, juste j'aimerais faire un petit rappel des déterminants sociaux de la santé, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et par rapport à nos participants, je ne pense pas qu'ils soient tous imprégnés de ça, ni qu'ils le savent. Donc, c'est juste pour revenir à la définition des déterminants sociaux de la santé. C'est, selon la définition de l'OMS de 2005, ce sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent, vieillissent, et aussi les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Alors, moi, je n'aime pas trop, et d'ailleurs, ce terme de déterminant est un peu dépassé parce que c'est comme si c'est figé. Or, la société est en évolution, en constante évolution, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et justement, moi, je préfère, pour être optimiste, dire ce sont des facteurs qui influencent la santé ou qui prédisent la santé des populations. Et à ce moment-là, on a la capacité d'agir dessus. Donc, on peut modéliser, on peut paramétrer pour les améliorer ou atténuer les inégalités sociales. Donc, ça, c'est un élément très important. Alors maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, ces déterminants, en fait, ils sont organisés au niveau macroéconomique ou macroscopique, méso et puis micro. Alors, les étudiants en médecine et les professionnels de santé savent pertinemment que le micro, c'est individuel, c'est la santé de l'individu, son âge, son sexe, patrimoine héréditaire et génétique, les maladies qu'il a, les maladies chroniques, son comportement vis-à-vis de la santé. Donc ça, peut-être, on va le voir plus en détail dans le chapitre du webinaire numéro 5, le dernier de cette saison, consacré à l'éthique clinique. Alors seulement maintenant, vraiment focalisé, et vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va discuter de cet aspect-là, sur le milieu de vie. Eh bien, vie, il se résume au milieu de l'habitat, à l'hébergement, au milieu de travail et au déplacement. Donc ça, c'est un élément très important. Et quand on a affaire à une maladie infectieuse, eh ben, c'est un facteur, je dirais, le plus important d'exposition au virus et de transmission de la maladie dans les communautés, aussi bien au Maroc que dans des pays développés. Et on va revenir là-dessus de façon plus détaillée. Maintenant, au-delà de ça, donc les autres champs, ce sont les organisations et les systèmes de santé, les systèmes de solidarité, qui justement régulent un peu l'offre des soins, etc. Et donc, vous avez vu qu'au Maroc, il y a le système de solidarité qui a été mis en œuvre justement pour assurer la réciprocité des mesures par approvisionnement de certaines populations en remote area, comme on dit, lointaines, des denrées alimentaires
et aussi on a permis un salaire minimal pour certaines personnes qui devaient respecter la distanciation sociale. Maintenant, à un niveau encore plus macroscopique, c'est justement à l'échelle globale. Et ça, c'est quelque chose de très inédit par rapport à ce virus, c'est qu'on n'avait pas de connaissances scientifiques, et aussi la capacité de produire les masques, la capacité de produire des réactifs pour faire des tests, ça lisait les politiques sanitaires. Donc, le fait de faire des tests justement parce qu'on n'avait pas assez de s'organiser pour prioriser qui va faire les tests. Et également le fait qu'il y a au niveau mondial et qu'on est en train de construire l'évidence scientifique au fur et à mesure. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des déterminants sociaux de la santé et ça impacte forcément les individus, les communautés et les groupes de façon directe ou indirecte. Alors justement, il faut qu'on fasse cette analyse, il faut qu'on puisse comprendre les aboutissants de tous ces déterminants pour pouvoir atténuer les risques aussi bien du confinement que du déconfinement et protéger les populations. Alors, vous devez le comprendre et le savoir suivi le premier webinaire sur la définition des concepts d'éthique de santé publique, c'est que ici, principalement, dans ce webinaire dédié aux décisions de la santé, discuter 4 principes fondamentaux qui sont mis en jeu dans cet aspect-là, qui sont la réciprocité, l'extra-proportionnalité, et donc on va par rapport à ces principes fondamentaux, et professeur Najib Bidera va nous aider par rapport à sa réflexion en tant que citoyen, que chercheur, qu'enseignant, parce qu'il faut avoir aussi une approche pédagogique, une méthodologie de réflexion par rapport à ça. Alors, sans déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt à l'organisation de ces webinaires. Alors, professeur Dia, je vous confie la parole et dans un premier temps, j'aimerais avoir un avis. Comment vous vivez justement cette pandémie? Merci. Merci, professeur Jolandi. C'est un plaisir de participer. Je suis comme tout le monde confiné, j'essaye de faire le mieux possible et les nouvelles technologies nous ont permis, je pense, de supporter l'isolement physique donc, et de débattre peut-être, mais de débattre. Donc, alors, je ne vais pas parler, j'allais dire, parce que pour moi, il s'agit surtout de donner un point de vue sur la vie aujourd'hui. C'est un problème qui est déterminant de la santé. Je partirai très rapidement. Je vous remercie pour votre introduction parce qu'elle a permis de positionner très bien donc, cette problématique. Je vais, comme tout le monde, je pense aujourd'hui à travers donc de me poser avec vous la question qui est que faire. Oui. Oui. Je crois globalement, nous devons absolument bâtir les réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse sur les leçons dans cette période. Ensuite, si on met en œuvre des réformes pour effectivement un certain nombre sur lesquels je reviens, ces réformes ne soient pas circonstancielles, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas pour le choc d'un vécu à travers la pandémie, le confinement, mais aussi les conséquences économiques, sociales, psychiques qu'elle a eues. Il faut que le changement s'opérer soit perçu sur les. Donc, puis, peut-être discuter aux sociétés concernées, si bien sûr le Maroc, pour mobiliser tous les citoyens donc dans le
démarche parce qu'il faut, à travers cette démarche, essayer, si on est extrême, dire reconstruire le lien social, qu'il a été tellement affaibli durant ces dernières décennies, ou au moins le renforcer parce qu'il existe encore. Il n'a pas complètement éthéré sur la question des sont tout à fait normaux. Donc, être dans un cadre démocratique, un cadre dans lequel la pluralité est acceptée, nous sommes identiques et nous ne sommes pas tous de la même façon, heureusement. Et puis, dans le cadre de l'autre, est différent, mais pour autant, j'allais dire tort, parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Les points sur lesquels je reviendrai rapidement, j'essaierai de ne pas m'étaler trop sur chacun de ces points, parce que, j'allais dire, je suis comme beaucoup d'entre eux, je m'oublie en parlant, donc et ce sera intéressant d'avoir une interaction dans le cadre de la discussion que vous avez entamée, que je poursuis, mais donc, et que j'aimerais bien poursuivre les participants. Bon, vous avez parlé des déterminants sociaux de la santé, je ne vais pas dessus, mais bien entendu, et vous l'avez dit et je voudrais revenir dessus, nous sommes inégaux dans le cadre de la santé individuelle, mais aussi dans le cadre de ces déterminants sociaux. Alors ça, c'est le premier point, on reviendra dessus. Et le deuxième point concerne la question de la santé. Parce que souvent, les gens confondent santé avec soin. La santé ne dépend pas seulement du système de soins. Selon donc seuls 20% de notre santé est déterminée par le système de soins, qui est un lui aussi. Et le reste, eh bien, il est déterminé par beaucoup d'autres choses, les comportements, mais aussi l'organisation sociale, légale, etc. Donc, or, une remarque ici que j'aime bien rappeler, c'est que malheureusement, la philosophie du système de santé, entre guillemets, occidental, me semble, et je pose la question, ça peut être un élément de débat, me semble assise sur la maladie. Oui. Le système vit parce qu'il y a des malades. Alors, le système a intérêt à ce qu'il n'y ait plus de maladies. Bien entendu, ici, je n'attaque pas les personnes, je veux dire, parce que je voudrais tout de même rappeler mon respect pour les professionnels de santé qui se dévouent, et c'est la très grande majorité, à leur travail, et en particulier, je voudrais, parce que j'ai défenseur du système public, sans, j'allais dire, rejeter le système privé, mais le système public est un élément essentiel de préservation de la santé, mais aussi, j'allais dire, d'accès aux soins pour beaucoup de citoyens. Et je tiens aussi à rappeler que selon l'OMS, l'espérance de vie en bonne santé est inférieure au Maroc de 10 années à l'espérance de vie à la naissance. Donc, on vit plus longtemps, mais on vit aussi en consommant beaucoup de soins, en étant malade. Voilà, donc la réponse politique, c'est donc là où je commencerai mon analyse de la situation actuelle. La réponse politique qui a été apportée à cette crise, à la pandémie, me semble pertinente. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais elle est pertinente parce que d'abord, elle a visé à limiter la propagation de l'infection pour ne pas étouffer le système de santé.
il faut ici préciser qu'en moyenne, il y a un médecin pour 1420 habitants au Maroc, privé. Et si on parle uniquement des médecins publics, il y a un médecin pour 3100 personnes. Donc cela est très inférieur aux normes de l'OMS. Nous avons donc un problème d'encadrement mondial et il était impératif de ne pas écraser notre système de santé, donc public surtout, par une mauvaise maîtrise ou une non-maîtrise de la propagation du virus. Et je pense que là, la politique a été très bien adaptée. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une campagne d'information qui a été très importante. Et selon une enquête du HCP qui a été faite, donc, et d'une étude aussi qui a été publiée en mai de 2020, donc 80 à 90% de la population connaissent donc les symptômes du Covid et connaissent de précautions à. Néanmoins, et là, les statistiques varient selon le niveau et le niveau économique de la population marocaine. C'est-à-dire que on est éduqué et plus on est pauvre et moins on est informé, moins on respecte les mesures. C'est un élément, je pense, qui fait partie des leçons. Pas nouvelles, mais enfin, j'espère que ces rappels vont réveiller un petit peu les décideurs politiques nombre de nécessités liées à la politique sociale. Enfin, la troisième mesure qu'il faut saluer, c'est la mise en place du fonds spécial, donc, qui a permis de réduire l'impact social de la pandémie. Alors, juste pour rappeler quelques statistiques, selon le ministère des... Donc, à fin avril 2020, le fonds avait réuni 32 milliards 200 millions de dirhams. Au début, il a été lancé pour 10 milliards, ce qui veut dire 30 de mobilisation et une solidarité très importante donc, pour la constitution de ce fonds. Néanmoins, ce qui m'a étonné, et il faut se poser la question des raisons, c'est que seuls 700 millions ont été dépensés en avril 2020. Donc le fonds avait 25 milliards 400 millions. On sait tout de même que les besoins d'appui social donc, sont très importants. J'ai une autre statistique qui est un peu plus détaillée, qui émane d'un bureau et qui parle de 35 milliards et demi de ressources. Donc, en affirmant que 18 milliards et demi ont été affectés à l'aide sociale, 2%, et au renforcement du dispositif médical, soit 6%. Ce qui laisse tout de même 42%, c'est-à-dire 15 milliards de dirhams qui n'ont pas été utilisés à cette date. Donc, ce qui me semble être un petit peu la gestion, les aliments, je n'ai pas d'autre chose. J'ai insisté sur cela parce qu'il me semble intéressant, les éléments donc, de gestion de cette crise par les autorités publiques. Très bien. Alors, si vous permettez, je voudrais justement rebondir sur ce qui a été dit pour vous demander, par exemple, comment vous pouvez expliquer
Je dirais que cet argent n'a pas été fait. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Parce que justement, ça pose un problème des problèmes éthiques, c'est-à-dire qu'on a des ressources, on n'est pas capable de les utiliser. Comment on peut organiser ça pour aller de l'avant, quoi, pour mieux nous organiser plus tard, dans le futur? Alors, je n'ai pas trouvé d'informations, malheureusement, qui soient rigoureuses. Néanmoins, il me semble qu'une des premières hypothèses est liée à l'inertie de notre appareil administratif. Oui. La deuxième est peut-être liée au fait qu'on n'a pas encore un registre social unifié. Il est en cours de mise en œuvre, je reviendrai tout à l'heure sur ça, si j'ai le temps, mais la crise, le gouvernement, les autorités publiques ne connaissaient pas, j'allais dire exactement, l'identité de toutes les personnes qui auraient besoin de cette aide sociale. Et malheureusement, là aussi, il faut parler de la culture, qui est un déterminant social, de la santé aussi. Au Maroc, c'est mon avis, hein, nous ne sommes pas dans une société de confiance, mais dans une société de méfiance. Donc, on a peur que les gens fraudent, par exemple, en demandant l'aide. Et il faut mettre en place des mécanismes, donc, j'allais dire, de sauvegarde, des garde-fous pour éviter une mauvaise utilisation. Peut-être que c'est ce qui explique la lenteur, donc, de l'utilisation des fonds. Et c'est un problème qui ne pouvait pas dans l'immédiat et qui ne peut pas se régler dans les médias. Et c'est pour cela qu'il faut penser à la durée sur les solutions à mettre en œuvre. Il ne s'agit pas juste de faire des choses qu'on oubliera après quelques semaines ou quelques mois. Et on a vu malheureusement beaucoup ça dans beaucoup de domaines. Donc, mais il s'agit d'avoir une démarche de politique publique durable, un suivi et des indications. Permettre qu'il y ait une reddition des comptes des responsables de la mise en œuvre de ces politiques. Là aussi, c'est un des points faibles du Maroc. Nous avons beaucoup de réformes qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le début de ce siècle, et la majorité d'entre eux pâtit de notre faiblesse à mettre en œuvre rapidement et quelquefois correctement ces réformes-là. Et malheureusement, la conséquence, c'est que souvent, on crée aussi des désillusions chez la part des citoyens qui s'attendent, quand on leur parle d'une réforme, à des changements, et puis qui peu de choses ou qui ne voient rien venir après ça. Tout à fait. Alors maintenant, c'est une très bonne transition pour repositionner peut-être la recherche, une recherche évaluative ou la recherche parce que les gouvernements, je dirais, ils sont dans l'action, ils planifient. Et le rôle des universités ne serait pas justement de documenter ces efforts d'un regard expérimental, d'un regard d'évaluation. Et surtout, vous m'amenez au deuxième point qui est le plus important. Quels sont les indicateurs les plus pertinents sur lesquels on doit focaliser ou peut-être demander? On a la possibilité de pouvoir collecter pour pouvoir faire ce suivi-là, à votre avis? Je pense que la recherche est essentielle en n'importe quel domaine. Malheureusement, dans notre pays, dans des pays similaires, très peu de moyens sont accordés à la recherche. Donc, il est clair que, ça c'est le premier point, excusez-moi, mais le deuxième point, c'est que la recherche doit être en phase avec le reste de la société. Il ne s'agit pas de faire dans un pays comme le nôtre, où il y a des besoins de développement importants, simplement des recherches académiques, théoriques, mais qui débouchent sur de l'aide les décideurs, les acteurs sociaux. Donc là, c'est un domaine exact
qui est vraiment très, très vaste. Dans ce domaine de la recherche, mais comme dans beaucoup de domaines, moi, je pense que le Maroc a besoin d'une vision pour son développement, hein, globalement, dans lequel la recherche est intégrée. Pourquoi j'ai dit vision? Peut-être que c'est ce que vise Sa Majesté en demandant la mise en place des nouveaux modèles de développement. Mais une vision partagée qui mobilise les Marocains sur ce que doit être leur société et leur pays dans un délai de, je ne sais pas moi, 50 ou au-delà. Oui. Donc, c'est nécessaire parce que c'est elle, je veux dire, l'objectif vers lequel doivent tendre les actions de la politique du pays ou les domaines, le moyen et le court terme. Donc, aujourd'hui, à la lumière des leçons qui ont été, donc tout de même, j'espère qu'on va encore réfléchir pour cette question, il est clair que je veux dire, au niveau sanitaire, du secteur public a été déterminant. Il ne s'agit pas, c'est très de lui avoir donné 2 milliards de dirhams, ça c'est clair. Mais il ne s'agit pas simplement de renforcer le dispositif médical pour répondre à des urgences, il s'agit d'établir un système public de santé sur le long terme, un système public qui permette, comme le système public de l'éducation, de développer la mixité sociale, de renforcer le lien social et enfin de donner accès à la santé ou à l'éducation à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller les payer dans le secteur privé. Donc, alors ça, pour moi, c'est le premier point important sur lequel je souhaiterais qu'il y ait un débat au Maroc dans les mois et les années à venir. Le deuxième, le repositionnement de l'économie nationale dans la mondialisation. Ce repositionnement est nécessaire. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire sur la mondialisation sur leur pays, surtout à l'occasion de cette crise. Mais avant la crise même, on a vu le conflit qui dure toujours entre les États-Unis et la Chine. Oui. 25 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'OMS, les échanges mondiaux de marchandises ont été multipliés. Or, l'essentiel de ces échanges ne concerne pas les produits finis, mais des produits semi-finis qui rentrent dans un circuit de produits extrêmement complexe. Pour vous donner juste une idée, une voiture Toyota, aujourd'hui, passe par pratiquement 2200 donc, qui travaillent, c'est-à-dire des sous-traitants qui travaillent. Et ça se présente dans une quarantaine de pays. Ils sont positionnés. Donc, cela crée, j'allais dire, une déstructuration du tissu industriel pays parce qu'il dépend de ce que la mondialisation va faire, mais cela crée aussi des nuisances. Parce que le transport se développe, donc une pollution, une surconsommation d'énergie fossile, etc. Donc la mondialisation aujourd'hui, il ne s'agit pas de se renfermer sur soi. Le Maroc aujourd'hui doit réfléchir pour que la croissance à venir, le développement à venir soit bâti d'abord sur un socle qui serait la demande nationale. Ensuite, construire des industries pour des produits spécifiques nationaux et qui ne dépendent pas
de l'étranger. Bien entendu, ce n'est pas possible. À ce moment-là, il faut constituer des stocks donc, pour répondre des positions, des situations de crise. Le positionnement. La troisième est de favoriser l'économie locale. Pas simplement l'économie nationale, l'économie locale. Parce que c'est à ce niveau-là avoir des circuits courts où la solidarité entre le consommateur et le producteur devient une réalité. C'est à ce niveau-là plus où on peut, j'allais dire, favoriser une économie circulaire. Et c'est à ce niveau-là où on peut avoir une autre alternative à l'économie capitaliste néolibérale, l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà un peu, c'est quelques-uns qui me semblent très importants de ces éléments étant la mise en place de la solidarité, face aux crises. Il faut, en survenue crise similaire, déjà, bon, il y a des débats sur lesquels je ne suis absolument pas compétent entre spécialistes de la santé sur la question de savoir s'il y aura une deuxième vague, si comme on le voit en Iran, une remontée des infections, si le virus va disparaître même, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas compétent, mais je pense qu'il faut tout de même aujourd'hui avoir un fonds de réserve pour la solidarité en cas de crise, c'est-à-dire que le fonds qui a été créé devienne permanent. Mais cette solidarité doit être institutionnalisée à travers la création d'un fonds similaire, mais aussi à travers de la réforme fiscale. Il y a eu des assises, il y a eu des recommandations. Toujours. Aucune information au Maroc sur les revenus. Et est-ce que le monde paye les impôts en fonction de ce revenu? Fiscal est un élément qui, j'allais dire, la plupart des Marocains et qui les préoccupe. Aujourd'hui, ce sont plus les salariés qui payent et les entreprises, certaines entreprises déclarées publiques ou privées dans le système, j'allais dire, non, excusez-moi, je perds mes mots là, mais en tout cas, la réforme fiscale devrait être un élément important, la construction d'une vraie solidarité institutionnelle. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Si vous le permettez, j'aimerais qu'on revienne un peu plus proche de l'individu ou des côtés, parce que les débats au niveau international autour des émotions, c'est-à-dire des groupes ou des communautés qui sont plus exposés au risque de transmission, et cela nous apporte la réflexion sur une urbanisation stable, parce que finalement, c'est au niveau des constructions libres, des endroits où il y a une forte densité de la population, où il y a une plus grande transmission. Et ça fait une inégalité. Comment on peut réfléchir à un urbanisme voilà, comment vous voyez les choses, comment on peut évoluer et profiter de malheureusement de ce constat, aller de l'avant et mieux se structurer pour plus tard. Oui, effectivement, là aussi, il y a un travail du HCP, donc une enquête qui a été publiée au mois de mai, qui montre que c'est dans les zones de plus forte densité où il y a eu le plus de... Donc, effectivement, si on veut mettre en place une politique urbaine qui, à mon sens, serait pertinente, il ne s'agit pas de voir le logement, il s'agit d'avoir une vision holistique sur la politique. Et au centre de cette vision, on doit avoir le citadin, c'est-à-dire le citoyen qui habite et qui travaille dans la ville.
Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la lutte contre l'habitat insalubre. Ce n'est pas simplement les bidonvilles. Et il y a eu une politique de ville sans bidonville, les résultats, mais il faut sensibiliser les citoyens à un environnement sain et il faut que la politique de la ville marocaine parte de la réduction des inégalités de logement. Donc là, vous avez raison de relever ce point. Je pense que le public, quel qu'est social, doivent, j'allais dire, tirer profit des leçons apprises pendant cette phase et mettre en cause. Mais en 2012, je crois, on a créé un ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville. Mais qu'est-ce qui a été fait de concret? La mise en œuvre d'une politique de la ville. Quelle est cette politique? Aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de Marocains puissent répondre à cette question-là, parce qu'on n'a pas une réponse claire. Donc, ce que je peux dire, ça, oui. Alors, je voudrais juste, parce que je crois que le temps avance, moi je ne sais pas combien j'ai encore. Oui. Donc, pour intervenir. Oui, justement, je voulais d'abord aborder cette réflexion et le rôle de la société civile, mais je dirais aussi des entrepreneurs et des gens, enfin des gardes de comment passe l'organisation de la ville et comment la ville pourrait participer juste pour la gestion responsable et durable et juste pourra réduire la des maladies infectieuses ou réduction de risques d'autres choses. Comment en personne engagée de la société civile et aussi qui connaît les mécanismes, comment on peut s'organiser? Alors, je veux dire, là, juste d'abord une remarque globale sur le rôle de la société civile. La société civile ne doit pas rendre les pouvoirs publics. Parce que dans beaucoup de cas, malheureusement, il lui est demandé cela. Et ce n'est pas elle forcément qui veut, mais c'est aussi dans les domaines où l'administration, les pouvoirs publics n'interviennent pas, eh bien, on fait appel à la société civile. Elle n'a pas toujours les moyens, ni dire la bonne approche pour aborder un certain nombre de problématiques. Et deuxièmement, dans beaucoup de cas, ce que fait la société civile n'est pas en rapport avec le cadre de la politique générale. Et puis, en dernier lieu, il y a malheureusement chez l'administration une velléité, je ne dis pas la volonté, une velléité à instrumenter la société civile. Donc, il faut faire très attention à ça. Si la société civile, si la société civile doit intervenir dans le domaine, par exemple, gestion de la ville, elle devrait le faire dans un cadre de concertation et donc un cadre contractuel avec le ministère chargé de ce. Sinon, bien sûr, on peut avoir des actions ponctuelles, mais elles seront dispersées. Et ça se passe, il y a beaucoup d'associations qui font de très belles choses, mais malheureusement, leur impact reste limité parce qu'elles n'ont pas d'aller très loin et parce qu'elles sont un peu dispersées. D'accord. Aujourd'hui, voilà, il s'agit, et nous avons un cadre très important qui est l'INDH. Et il faudrait jouer d'une part avec
les départements et d'autre part avec la société civile, donc orienter le travail de la société civile vers des problématiques, vers des terminés, en les appuyant toujours sur une base contractuelle où il y a une reddition des comptes de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de l'État. Donc, dans le domaine urbain, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, j'allais dire, du ressort de l'État. On n'a pas besoin d'administration. La première des choses, c'est la formation, la sensibilisation, les sociétés, les associations. La deuxième chose, c'est l'animation sociale. Quartier populaire, il y a des associations qui ont fait beaucoup de très belles choses et permet de réduire la tension sociale dans les quartiers concernés et d'améliorer la cohésion à ce niveau-là. Donc, et par exemple, à s'occuper, j'allais dire, excusez-moi, de ramasser des ordures. Ou je ne peux pas ici parler spécifiquement parce que je n'ai pas analysé la situation, mais par exemple, moi, personnellement, dans le domaine de la santé, j'ai toujours été réticent à l'idée que des actions, des soins, fassent des explorations, distribuent des médicaments. Donc, ça devrait être le rôle de l'administration de la santé, parce que ces efforts-là restent limités. Dans beaucoup de cas, ils sont possibles grâce à l'appui des médecins de la santé publique qui travaillent dans ce cadre-là. Très bien. Alors justement, par transition justement à l'idée que vous avez quand nous avons, durant nos séances de travail pour organiser ce webinaire, vous avez proposé que de organiser le ministère de la Santé pour qu'on puisse justement synthétiser toute l'expérience face à la organisée. Donc, vous aviez suggéré l'organisation d'une troisième conférence de santé. Et vous le savez, la première conférence de la santé nationale sur la santé a eu lieu en 1959. La deuxième conférence a eu lieu en... Donc, vous voyez un petit peu le laps de temps qu'il a fallu. Il ne faudrait pas qu'on attende 50 ans pour la deuxième. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment un débat. Beaucoup de professionnels de santé que je connais, mais je parle des réactions individuelles, peut-être que je peux être subjectif, mais ont été déçus parce que pendant la deuxième conférence, beaucoup d'intervenants étrangers, le rôle est important, mais on n'a pas assez donné donc aux Marocains. Je pense qu'il faut renverser la vapeur. Il faut que ce soit une conférence nationale faite avec des Marocains et on peut inviter quelques experts parce qu'on a besoin du regard des autres, de leurs expériences, donc du partage avec eux pour qu'ils puissent éclairer le débat qui aurait lieu entre les Marocains. Alors ça, c'est le premier point. Le débat sur quoi? C'est sur qu'est-ce que l'on veut de notre système de santé? De lui. Je reproche. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et le deuxième point, là aussi je pointe la deuxième conférence, c'est que les recommandations doivent être mises en œuvre. Et là, je reviens toujours à ce problème. On parle beaucoup, on fait beaucoup d'études, on a de très très bons, on conçoit de très bons programmes, et malheureusement, nous avons une défaite importante en mise en œuvre. Donc ça, je crois que c'est important. Dans ce débat, comme dans tout, remettre à l'honneur l'humain. Tout ce qui
est fait dans une société pour les citoyennes et les citoyens qui ont, pour les étrangers qui sont accueillis dans cette société. Mais remettre à l'honneur l'humain, mais un humain qui respecte, impose solidarité, la nature, comme mère la terre, avec les autres espèces vivant dans cette nature. Et malheureusement, vous savez qu'il y a, j'allais dire, une extinction d'énormément de ces espèces. Et puis avec les générations futures. Tout ça, c'est le développement durable. Donc, aujourd'hui, si on veut un développement durable, il faut mettre en œuvre une démarche holistique, c'est-à-dire qui prend l'ensemble des aspects des besoins de la personne et de la société. Ce développement durable doit en cause fondamentalement ce qu'on appelle développement à la société, c'est-à-dire un développement basé sur une croissance effrénée, le culte de la croissance. Chaque année, on surveille la croissance dans un pays du tiers-monde. Effectivement, la croissance est importante parce qu'elle alimente la couverture de besoins. D'autres pays qui sont beaucoup plus riches, ce n'est pas forcément le bon indicateur. Bon, ça, c'est la première chose qu'il faut débattre. Je ne suis pas pour la croissance zéro en ce qui concerne le Maroc. Pour les autres pays, je ne me permets pas d'intervenir. Le deuxième élément, c'est la surconsommation. La surconsommation qui est encouragée par ce modèle de développement, entre guillemets, donc, qui ne vise qu'à alimenter le profit des grosses multinationales et des grandes entreprises. Et c'est une surconsommation qui entraîne un gaspillage sur net. Vous le savez, le point de non-retour était pratiquement début août en 2019. Alors, entre parenthèses, grâce au Covid, eh bien, on a reculé et il est aujourd'hui en 2020, il a été, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, gaspillé un peu moins, surconsommé. Le deuxième élément, c'est le gaspillage alimentaire. D'après les Nations Unies, chaque année, 1,1 million de denrées alimentaires qui sont perdues. Et le troisième élément, juste des indicateurs, donc c'est l'obsolescence programmée qui nous renvoie à la politique des grosses entreprises, c'est-à-dire on construit des choses qui ne vont pas durer pour que le consommateur puisse en racheter de nouvelles. Et là, il s'agit tout simplement d'une filouterie, j'allais dire, de grosses entreprises bien connues sur le plan international. Et le troisième point qu'il faut remettre en cause, à mon sens, c'est le culte du scientisme, c'est-à-dire l'idée que la science va tout régler. Et personnellement, aujourd'hui, je ne suis pas le seul, et c'est à travers mes lectures que je partage ça. Il y a deux points qui me préoccupent et sur lesquels il faudrait discuter. L'intelligence artificielle. Et je tiens à rappeler qu'au XVIe siècle, Rabelais disait « Science sans conscience, ruine de l'âme ». Oui, tout à fait. C'est une excellente transition pour ma prochaine dernière question. Alors, comment vous définirez la santé par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Parce que la définition de la santé, il me semble, en 1945, après la guerre, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou vous pensez à ce qu'on a vécu cette année plus particulièrement? Non, moi, personnellement, honnêtement, je ne voudrais pas répondre comme ça, mais à chaud, je pense qu'effectivement, la santé
et de bien-être, je veux dire. Donc morale, psychologique, c'est pas c'est que le bien-être. Oui. Là, on est dans une question un peu plus philosophique. Mais moi, préserver la santé, c'est, j'allais dire, encourager une politique sanitaire préventive. Ce qui a été fait à l'occasion de cette pandémie. Mais il faudrait mettre en place une vraie politique préventive au niveau de cette pandémie tout de même. Là aussi, je n'ai pas d'en parler. Il serait question d'un dispositif du vaccin BCG sur la limitation de la propagation du virus. Donc, le Maroc a adopté une politique de vaccination, je veux dire, qui est excellente. Eh bien, moi, je souhaiterais personnellement que le pays réfléchisse sur la mise en œuvre d'une politique de prévention. Donc, l'état de bien-être, il dit, on ne peut pas le définir par la politique, le ministère de la Santé. L'individu nuit à son état de bien-être. Fumeur. Il est heureux quand il fume. Apparemment, oui. C'est pour ça qu'il fume. Enfin, il y en a qui fument parce qu'ils ont trop de stress. Mais, aujourd'hui, Philippe Maurice a ciblé, et notamment le Maroc, pour compenser les pertes qu'ils ont sur les marchés occidentaux, où les gens font moins. Et une récente étude qui a été publiée dans Le Monde, au Maroc, ils pensent qu'il y aura 40%, plus 30, j'ai oublié, mais dans un horizon pas très lointain. Et donc, ils encouragent. Eh bien, je suis convaincu que le tabac est nuisible. Il faut une politique encore plus agressive vis-à-vis de la consommation. Je suis personnellement, j'étais un ancien fumeur. J'ai arrêté mon temps de fille et je m'en porte très très bien. Donc, ceux qui pourraient s'arrêter, mais il faut que la communication, le débat convaincre les gens que effectivement c'est mauvais. Bon, à côté de ça, vraiment dissuader, dire comme le prix du, on a vu que dans beaucoup de pays, il a eu des résultats. Bon, mais en tout cas, c'était un petit tour de la question du bien-être. C'est très difficile à définir. Mais en tout cas, notre société, moi, à mon sens, la société capitaliste ne travaille pas pour le bien-être des individus. N'oublions beaucoup de pandémies sont dues à la mauvaise consommation alimentaire, ce qu'on appelle junk. On encourage l'obésité, on encourage les fumeurs. Hein. Dans beaucoup de pays, y compris la France, on refuse de gérer la question de l'alcool comme étant un problème de santé publique. Eh bien, on l'a remis en cause. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est la politique du pays qui doit convaincre qu'elles ont intérêt à la chose que ce qu'elles font. Parler de chacun, je crois. Le consommateur a une idée. Je pense que si les consommateurs décident d'utiliser le pouvoir qui est d'achat, l'argent qu'ils ont, pas en fonction de ce que leur vendent la pub, mais de besoins réels et de réfléchir. Et je crois que cette épidémie, cette pandémie a aussi
permis de réveiller quelques consciences de consommateurs. Il faut, mais qualitativement et non pas quantitativement. Ensuite, il faut consommer local. Il faut encourager les producteurs locaux. Donc, au lieu d'aller tout acheter dans un supermarché, si on ne peut pas acheter chez l'épicier du coin, etc., le boucher, le poissonnier, et ainsi de suite. Et même quelquefois on paye un peu plus cher, les produits biologiques, donc, pour puisse avoir effectivement des aliments durables et qui puissent se développer progressivement. Là aussi, l'État a une responsabilité, c'est-à-dire que dans le cadre, et moi je trouve qu'il y a des fonds qui ont été utilisés dans le fonds de soutien, puissent encourager les entreprises en les orientant vers d'autres secteurs, vers d'autres options, donc donc un certain nombre, l'option d'un certain nombre de produits qui sont stratégiques et vitaux à notre population, à notre santé, à notre pays, donc, et puis encourager les filières locales. Voilà un peu donc cela. Excellente conclusion, excellente conclusion. Merci beaucoup. On a vraiment parlé de façon holistique, je dirais. On est parti de la macroéconomie, méso et micro, et puis on est sorti avec de très bons, comment on appelle ça, keywords ou take-home message, des messages très intéressants. Je pense qu'ils sont percutants, qu'on soit médecin praticien, médecin. Et voilà, moi ce que je vois, bon, on n'a pas eu les gens auxquels vous avez répondu au fur et à mesure. Et voilà, moi, on a été, comment dire, que vous avez été pertinent, efficace dans votre. Vous êtes gentil, merci. Et je pense que nos participants étaient très contents de participer à ce webinaire. Et voilà, écoutez, je vous remercie énormément. J'espère que le débat va continuer plus tard, que en diffusant cette on va mobiliser. Malheureusement, on n'en a pas parlé, mais vous l'avez évoqué de façon indirecte, santé publique. Écoutez, professeur Zira, je vous remercie énormément. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous. Et donc, le plaisir était pour moi. Je vous remercie de votre invitation. Je voudrais remercier tous ceux avec vous qui ont organisé donc ce webinaire, comme je voudrais remercier tous ceux qui ont participé. Donc, je n'ai pas, j'allais dire, les noms. Je suis heureux de voir tout de même cela a pu profiter à quelques personnes. Et donc, le débat, moi, je n'ai pas apporté de, j'allais dire, réponse. La réponse, j'ai rapporté. Oui. Et pour chaque question, il y en a plusieurs. Et c'est à travers le débat qu'on peut dégager une réponse collective qui serait la base collective. Tout à fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas mieux. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Ben, je vous dis rendez-vous bien sur. Beaucoup également. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Alors.